Eh bien, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette quatrième et dernière vidéo à propos de psychologie et manichéisme. Et nous allons voir que en ces dernières décennies, la psychologie est en train de redevenir manichéenne. Donc, nous en étions à la représentation de l'âme humaine selon Carl Gustav Jung. Et donc, cette représentation présente un centre autour duquel gravitent différents éléments et leurs contraires. Par exemple, un des éléments principaux est le sentiment d'amour et le sentiment de haine. Et donc, l'âme humaine est ainsi un centre où gravite une infinité d'éléments, comme l'univers fonctionne. Et donc, cette vision de Carl Gustav Jung que Jung avait conceptualisée à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, eh bien, a été présentée lors d'un congrès de psychanalyse juste avant la Première Guerre mondiale et à travers un article qui avait été écrit par une collaboratrice de Carl Gustav Jung qui s'appelait Sabrina Spielrein. Et à ce moment-là, Freud avait tout à fait rejeté cette idée. Ça lui paraissait une idée qui poussait la psychanalyse à revenir à des vieilles idées dépassées. Mais petit à petit, après la Première Guerre mondiale, Freud s'est rangé à l'idée que la nature humaine était dualiste. Et donc ici, on voit le schéma de la personnalité tel que Freud cela représentait après la Première Guerre mondiale, et on voit que la personnalité est bien fondée sur une nature dualiste, c'est-à-dire contenant un instinct de vie et un instinct de mort, qui génère deux forces antagonistes, contraires, l'instinct de vie produisant éros, amour, une force d'attraction, et l'instinct de mort générant nékos, une force de répulsion, qu'on pourrait traduire donc par haine. La personnalité est prise dans d'autres antagonistes, notamment entre le ça et le surmoi, mais comment dire, le moi va chercher à faire la synthèse de tous ces éléments. Et s'il parvient à harmoniser la personnalité devient véritablement ce que Freud appelait l'âme et ce que les post-freudiens vont appeler le soi, hein, qui reprend un concept, le soi qui est un concept bouddhique que Jung avait repris avant les freudiens. Donc on voit que la psychanalyse freudienne se rapproche des idées orientales et des idées de Carl Gustav Jung. Puis la psychanalyse va abandonner progressivement cette vision dualiste de la personnalité au profit de la vision moniste de Jacques Lacan. Et donc ici, on peut représenter la théorie de Jacques Lacan par un schéma. On voit que la nature humaine se réduit à quelques pulsions primaires de cannibalisme, de meurtre et d'inceste. On va dire le côté qui pourrait être positif ou moral de la nature n'existe pas du tout chez Lacan. Et cette nature humaine va être en constante opposition avec la culture qui cherche à amener par la raison à respecter toutes les règles morales que nous connaissons. Parallèlement, à partir des années 60, se développe le courant humaniste en psychologie
qui lui aussi revient à une vision moniste de la nature humaine. Ici, on voit un de ses représentants les plus célèbres, qui est Carl Rogers, qui pense que la nature, au contraire de ce que pensait Lacan, est constructive et digne de confiance. Donc, on peut dire que la nature est bonne. Chez Lacan, en gros, la nature est mauvaise et c'est la culture qui doit éduquer les êtres humains. Et chez Rogers, on retrouve une vieille idée qui remonte au siècle des Lumières, aux philosophes des Lumières, c'est-à-dire que la nature est bonne, mais qu'elle est pervertie par la société ambiante. Donc, exactement le contraire. Et c'est à travers le comportementalisme qui, pendant longtemps, n'a jamais voulu se positionner sur le plan philosophique, que revient la vision dualiste de la nature humaine, avec notamment une comportementaliste qui était professeure à l'université de Washington ou de New York, et qui a repris et revenu à une vision dualiste de la personne, de la personnalité humaine. Donc, elle énumère ses postulats, sa conception du monde et ses hypothèses de base. Donc, elle postule tout d'abord que la personnalité humaine est un système comme l'univers, c'est-à-dire un système, c'est un ensemble d'éléments qui forment un tout qui va au-delà de la simple addition des éléments. Si je veux prendre un exemple, je prends par exemple l'eau, qui est constituée d'atomes d'hydrogène et d'oxygène. Si on prend l'oxygène d'un côté et l'hydrogène de l'autre, eh bien, on voit que ce sont des éléments différents qui n'ont rien à voir avec l'eau. Si par contre, on crée une unité parfaite des atomes d'hydrogène et d'oxygène, ce qui demande certaines conditions, ils vont former un tout qui s'appelle l'eau, qui constitue l'eau, mais qui n'a plus rien à voir avec l'oxygène ou l'hydrogène ou un simple mélange d'oxygène et d'hydrogène. Donc, notre personnalité est un tout constitué d'éléments disparates, antagonistes, mais ce tout dépasse la somme des parties. C'est ça qu'on appelle un système. La réalité n'est pas conçue comme statique, mais l'objet de forces antagonistes, thèse et antithèse. Et donc là, c'est clairement une vision dualiste de la nature. Et la nature fondamentale de la réalité est un changement, un processus, donc un ensemble de petits changements qui se suivent les uns aux autres, qu'on pourrait appeler transformation, plutôt qu'un contenu ou une structure. Donc, c'est justement ce que pense Jacques Lacan, c'est que la nature humaine est une structure. La personnalité humaine n'existe pas vraiment. On parle de structure, c'est-à-dire d'éléments disparates qui jamais ne peuvent former une unité. Alors que l'ignorant prend distance avec cette idée et elle conçoit au contraire la personnalité comme un système, une unité fait d'éléments antagonistes. Et donc, l'ignorant reprend les postulats de la pleine conscience. Donc, ces postulats impliquent le développement de ce qu'on appelle l'équanimité, c'est-à-dire d'un équilibre entre égocentrisme excessif et altruisme excessif. Donc, un équilibre entre des antagonismes. L'égocentrisme excessif pourrait pousser une personne à toujours refuser, à toujours dire non, ce qui poserait problème. L'altruisme excessif serait une personne qui dirait toujours oui à tout, n'oserait jamais dire non, ce qui finit aussi par poser beaucoup de problèmes. Et donc l'équilibre doit exister aussi entre ce qui est désagréable et agréable, entre l'aversion, la haine et l'avidité, l'amour. Ici, je reprends les concepts de Bouddha, aversion et avidité.
qui correspond plus ou moins à ce qu'on entend par haine et amour, entre la culpabilité et la bienveillance, entre l'inconfort et le confort, la tristesse et la joie, la colère et le calme, l'anxiété et la sécurité, la destruction et la construction. Et donc, comme le disait Freud, il n'y a pas lieu de porter jugement sur un pôle ou l'autre. Les deux pôles antagonistes jouent un rôle équitable et nécessaire, indispensable au développement de la personnalité humaine. Et donc, l'ignorant d'ailleurs ne se le cache pas, elle revient aux vieilles théories psychodynamiques, notamment celle de Freud. Donc ensuite, toujours dans le courant comportementalisme, s'est conceptualisée une thérapie qui s'appelle la thérapie fondée sur la compassion. C'est une thérapie qui a été conceptualisée par le professeur Paul Gilbert à l'université de Derby, au Royaume-Uni. Et ce professeur a été également mon formateur dans l'apprentissage de la thérapie fondée sur la compassion. Alors, je vais vite définir la compassion. Je ne vais pas m'y attarder parce que ce n'est pas tout à fait l'objet de cette vidéo. Mais selon Gilbert, le professeur Gilbert, la compassion se définit généralement comme le fait d'être sensible à sa propre souffrance, à celle des autres, avec un engagement profond pour essayer de la prévenir et de la soulager. Et donc, la thérapie fondée sur la compassion est une approche qui se veut transthéorique, avec un retour au dualisme oriental. Il y a une référence très explicite au bouddhisme, mais c'est déjà le cas de l'Iran, et aux théories de Carl Gustav Jung. Et donc, Carl Gustav Jung, qui a été mis très longtemps de côté, presque un siècle, est en train de revenir dans les académies universitaires. Il y est resté notamment en Suisse, mais il a disparu des académies dans les autres pays et il est en train tout doucement de revenir actuellement. Et donc la thérapie fondée sur la compassion, évidemment, ça ne se réduit pas à ce que je vais dire, mais c'est quand même un des éléments principaux de la thérapie fondée sur la compassion. C'est une thérapie qui recherche un équilibre entre le soi critique, le soi, c'est-à-dire une partie de notre âme qui nous pousse à la critique, à l'autocritique et à la critique des autres, et au soi compassionné, c'est-à-dire au soi qui eh bien, est compatissant vis-à-vis de la souffrance que peut générer en nous le sentiment de culpabilité. Ceci dit, il s'agit bien de rétablir un équilibre entre les deux. Il ne s'agit pas de faire des personnes compassionnées qui jamais ne critiquent, ne se critiquent elles-mêmes ou critiquent l'environnement. Il s'agit aussi de ne pas être que critique, parce que on constate dans notre culture que consciemment ou inconsciemment, nous portons constamment des jugements très critiques sur nous-mêmes. Et d'ailleurs, des jugements très critiques sur nous-mêmes qui sont beaucoup plus durs que ceux qu'on pourrait émettre vis-à-vis d'autrui. Donc, il ne s'agit quand même pas d'éliminer ce soi critique, mais de juste rétablir un équilibre entre soi critique et le soi compassionné. La compassion qui, au contraire, est peu développée dans notre culture. À l'école, on apprend beaucoup à juger sa production, mais on n'apprend pas tellement à être compassionné envers soi. Donc, cette thérapie vise à rétablir cet équilibre, mais vise aussi à rétablir d'autres équilibres. C'est une thérapie qui se réfère également à la pleine conscience et à tous les équilibres que nous avons évoqués tout à l'heure. Voilà, donc pour ceux qui veulent approfondir
ces sujets que nous venons d'évoquer, eh bien, je vous propose ici une bibliographie et je vous invite aussi à lire mon livre qui reprend toutes les thématiques que nous avons abordées ici, et notamment le dualisme de la nature humaine en approfondit. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez euh, faire des commentaires si vous le voulez. Je prendrai le temps d'y répondre. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous avec moi via le site Psychologica. Merci et à bientôt.